Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à l'auditorium de la Cité des Sciences pour cette nouvelle conférence, ou plutôt ce temps d'échange, dans le cadre du cycle nucléaire Les Fondamentaux. Donc, temps d'échange qui sera consacré ce soir à quelle solution pour les déchets radioactifs, c'est la question qu'on se pose. Alors, il y a un an, à Belfort, Emmanuel Macron annonçait son projet de relance du nucléaire pour faire baisser de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 en France et atteindre la neutralité carbone en 2050. Actuellement se tient un débat public jusqu'au 27 février sur la mise en œuvre d'un programme de 6 nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR2. Le nucléaire revient donc sur le devant de la scène médiatique et nécessairement avec lui, ce qui est souvent présenté comme son point noir, la question des déchets nucléaires, déchets qu'il s'agit d'entreposer, de stocker, en tout cas de gérer. C'est cette question des déchets et plus largement, au-delà des déchets nucléaires, celle des déchets radioactifs en général qui va nous occuper dans l'heure et demie qui vient. Avec une première heure consacrée à décrypter cette question et à en exposer notamment les aspects techniques, suivie d'une demi-heure qui sera dédiée aux échanges avec le public. Public qui est présent donc dans cet auditorium ce soir, ou bien à distance, puisque cette table ronde est retransmise en direct sur YouTube. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Galichet, qui est enseignante-chercheur en physique nucléaire, maître de conférences en sciences et technologies nucléaires au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Bonsoir. Et puis Elsa Lemaître, directrice en charge de l'intégration système CIGEO de l'Andral, nous expliquera d'ailleurs un petit peu ce que ça signifie. Bonsoir. Alors, dans un premier temps, évidemment, il convient peut-être de préciser de quoi on parle exactement. Les déchets radioactifs qui sont produits en France aujourd'hui ne sont pas tous de même nature, pas de même dangerosité non plus. Quels sont ces déchets? D'où viennent-ils? Et puis, comment sont-ils gérés? Comment les classe-t-on surtout? Emmanuel Galichet. Alors, peut-être qu'on peut prendre comme support la slide numéro 1. C'est bon. Oui, effectivement, les déchets radioactifs ne sont pas de tous pareils. Et on va les classer finalement avec deux paramètres extrêmement importants qui sont leur durée de vie et leur niveau de radioactivité. Et donc, du coup, ça va vous permettre d'avoir 6 classes de déchets radioactifs qui vont de déchets qui ont des vies très courtes, déchets avec des vies moyennes et des vies plus longues, et puis des déchets qui sont faiblement activés, avec une faible activité, moyenne activité et haute activité. Donc vous avez bien compris tout de suite que finalement les plus dangereux, entre guillemets, sont ceux qui sont de haute activité et qui ont une vie longue, une durée de vie plutôt. On peut juste peut-être développer un petit peu les sigles. Alors, ce qu'on appelle les déchets de vie très courte, les VTC. Ensuite, vous avez sur la colonne, je dirais verticale, la première des grandes catégories qui sont les déchets TFA de très faible activité et donc qui ont une activité en dessous de 100 becquerels par gramme, c'est-à-dire que l'activité se mesure par une grandeur dont l'unité est le becquerel, qui est une désintegration par seconde. Donc quand vous avez 100 becquerels, ça veut dire que vous avez le noyau ou la source radioactive, suivant ce que vous regardez, aura fait 100 désintégrations par seconde. Ensuite, vous allez avoir les FA, donc faible activité. Vous voyez, les cycles ne sont pas très difficiles finalement. On a pris simplement les premières initiales des mots. Donc moyenne activité, MA, HA, haute activité. Et ensuite, vous avez des vies courtes, VC, vie longue, VL. Alors, vie courte, vie longue, peut-être qu'on peut juste donner une échelle de temps. Tout à fait. C'est à peu près, on a pris la barre à peu près à 30 ans, 31 ans, parce qu'on a coutume de dire qu'après 10 périodes, en général, vous avez la radioactivité devient négligeable. Et donc 30 ans, ça fait, si vous faites par 10, ça fait 300 ans. Et donc on imagine que c'est à peu près la durée finalement pour en parler et pour les étudier finalement, pour que au niveau de l'esprit humain, 300 ans, c'est encore quelque chose sur lequel on peut raisonner.
Donc on comprend effectivement qu'on classe les déchets selon leur durée de vie, leur activité. Absolument. Alors comment sont-ils produits, ces déchets ? Parce que là, on est sur les déchets radioactifs en général, c'est-à-dire où sont-ils produits ? Comment ? Alors, ils sont produits un peu partout dans l'industrie, pas simplement l'industrie électronucléaire, bien qu'elle produise 60% à peu près des déchets radioactifs. Mais vous avez énormément d'autres industries qui utilisent des sources radioactives, notamment les hôpitaux. La médecine nucléaire utilise... On peut peut-être juste mettre la slide numéro 2, s'il vous plaît. Donc là, vous avez un camembert, oui, bien sûr. Il y a un camembert, vous voyez ici, donc la répartition finalement par secteur économique du volume de déchets. Donc ce sont des chiffres qui sont de fin 2019, ils n'ont pas énormément bougé évidemment aujourd'hui. Et donc vous voyez que finalement, l'industrie électronucléaire est la plus grande productrice de déchets radioactifs avec à peu près 60%. Mais vous avez la recherche, donc toute la recherche scientifique dans les universités, au CNRS, un peu partout aussi dans certaines industries où vous avez des services de recherche qui utilisent des sources radioactives et donc qui sont des producteurs de déchets radioactifs. La médecine, la défense, etc., vont produire des déchets radioactifs. Ce qu'il faut voir, c'est que l'essentiel des déchets à haute activité et moyenne activité, donc ce qu'on a dit les plus dangereux, sont produits par l'industrie électronucléaire, évidemment. Alors, avant de se focaliser effectivement sur le nucléaire, peut-être qu'on peut parler déjà des modes de gestion spécifiques qui sont pensés en fonction de ces différentes catégories, c'est-à-dire les différentes filières, c'est comme ça qu'on dit ? Oui. Donc déjà en complément, je peux rajouter qu'en définition, un déchet radioactif, c'est une substance radioactive pour laquelle on estime qu'il n'y aura plus d'utilisation. Et par rapport au schéma qui était présenté tout à l'heure, en fait, selon les catégories de déchets, on va travailler sur un mode de gestion, une filière de gestion adaptée à sa catégorie de déchets. Donc si le déchet est plus ou moins radioactif ou pendant plus ou moins longtemps, sa solution de gestion sur le court, moyen et long terme sera adaptée à ces paramètres-là. Et donc, en fait, pour l'illustrer, par exemple, pour des déchets qui sont plutôt très faiblement radioactifs, aujourd'hui, le mode de gestion, c'est plutôt un centre de stockage en surface qui, on va dire, peut ressembler à un site de stockage de déchets dangereux non radioactifs. Alors que pour des déchets plus radioactifs, plutôt hautement radioactif. Là, on est plutôt sur une solution qui est plus en profondeur, pour lequel on va souhaiter rajouter des barrières de confinement, comme notamment la couche géologique pour contribuer, on va dire, à limiter. Bon, si j'explique un petit peu plus, l'idée des modes de gestion, c'est d'avoir des barrières pour protéger l'homme et l'environnement. En fait, les modes de gestion, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de trouver des modes de gestion de ces déchets qui n'ont plus aucune utilité. Et donc l'idée, c'est vraiment de trouver un mode de gestion qui protège l'homme et l'environnement de ces déchets-là. Et donc aujourd'hui, il existe trois barrières. La première barrière qui est finalement le colis, le contenant dans lequel on va mettre ces déchets. Ensuite, une barrière ouvragée, donc le centre de stockage de ces déchets-là. Et enfin, la troisième barrière, c'est la roche dans laquelle on va... donc en fait, le site de stockage, il est choisi en fonction de cette troisième barrière de la roche. Et donc, ce que je voulais illustrer, c'est que plus on a des déchets qui sont hautement radioactifs, plus on a tendance à être profond, et donc on met un poids plus important sur cette troisième barrière qui est la roche. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore tout à fait au stockage. En tout cas, il n'est pas réalisé aujourd'hui. Emmanuel Galichet. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, en fait, la gestion des déchets poursuit le même but que l'industrie électronucléaire, et elle suit les préceptes finalement de la sûreté nucléaire, avec ce qu'on appelle la défense en profondeur, qui est je dirais l'enjeu, l'objectif principal de la sûreté. Cette défense en profondeur, elle va justement vous permettre d'avoir ce qu'on appelle une redondance des barrières. Et donc, on estime que au niveau du dimensionnement de tous les outils industriels nucléaires, 3 barrières
techniques vraiment de construction sont suffisantes pour protéger l'homme et l'environnement. Et c'est ce que disait justement Elsa. Les 3 barrières sur un site de stockage, c'est le colis, le site et la couche géologique finalement, alors que par exemple dans un cœur de réacteur, ce sera la gaine de combustible, le circuit primaire et l'enceinte de confinement. Donc à chaque fois que vous avez un problème de risque radioactif, on utilise des barrières pour nous protéger du risque radioactif, justement. Et donc, le fait d'en avoir 3, c'est extrêmement important parce que ça permet de montrer que s'il y en a une qui casse, vous en avez toujours 2 autres. C'est ça, en fait, la défense en profondeur sur laquelle toute la sûreté nucléaire en France a été basée depuis les années 70, finalement. Mais finalement, ces barrières, elles existent pour tout type de déchets. Je veux dire, les déchets radioactifs en général. Hein. Absolument. On trouve à chaque fois 3 barrières qui sont plus ou moins costauds, évidemment, suivant ce que disait Elsa, ce niveau de radioactivité. Hein, mais elles existent, elles doivent exister partout. D'accord. Alors, on a une carte, un inventaire de ces déchets. C'est l'ANDRA qui propose cet inventaire. Alors, peut-être qu'on peut regarder. Vous pourriez d'ailleurs le consulter sur le site de l'ANDRA. On peut choisir la localisation, on peut choisir le type de déchets auquel on s'intéresse. Alors, hop. C'est la slide numéro 4, s'il vous plaît. En fait, c'est une des missions de service public de l'ANDRA, donc qui est l'établissement public en charge de concevoir et de développer les solutions de gestion des déchets radioactifs. Mais l'ANDRA a une mission également de réaliser un inventaire des déchets radioactifs, donc des déchets radioactifs français. Donc aujourd'hui, l'ensemble des données qui sont collectées, donc c'est tous les principes, à la fois les missions de l'ANDRA qui amènent à la constitution de cet inventaire, mais également, on va dire, les obligations des détenteurs et des producteurs de déchets sont inscrits dans le Code de l'environnement. Donc il faut savoir que ce sont des obligations réglementaires. Et en fait, voilà, l'ensemble des données qui sont collectées sont mises à disposition du public. Et donc aujourd'hui, donc là, c'est une illustration de on va dire, l'interface du site internet où il y a la possibilité de se renseigner sur ces localisations, les quantités sur les différents sites, etc. Alors, est-ce que tous les déchets radioactifs actuellement ont une filière de gestion ? Aujourd'hui, il y a certaines filières qui existent pour lesquelles il y a des centres qui sont ouverts, c'est-à-dire que régulièrement, toutes les semaines, il y a des déchets qui sont effectivement stockés. Par contre, il y a certaines filières pour lesquelles les solutions de stockage sont encore à l'étude. Donc c'est plutôt encore sous forme de projet. Donc non, aujourd'hui, toutes les filières ne sont pas ouvertes avec des centres qui existent. Est-ce que schématiquement, on peut dire effectivement que les filières de gestion à long terme existantes actuellement concernent peut-être les déchets qui sont à plus faible activité ou à vie plus courte, et ceux sur lesquels on réfléchit à des solutions éventuelles sont des déchets à plus haute activité et à vie plus longue? Oui, si on peut revenir sur le slide 1, en fait, on le voit visuellement très bien, où en fait, le premier slide... Oui, parfait. Donc en fait, juste par boîte en dessous on va dire du petit nom de la dénomination de la filière, vous avez le mode de gestion qui est inscrit. Donc aujourd'hui, il y a un site de stockage existant pour les déchets très faiblement radioactifs, donc qui est dans l'Aube, qui s'appelle le CIRES, le Centre industriel de regroupement et d'entreposage et de stockage. Il y a également un centre de stockage qui existe pour la filière de faiblement et moyenne activité à vie courte, donc le centre de stockage de l'Aube. C'est le deuxième centre de stockage que l'ANDRA exploite pour cette filière de déchets. Il y en a déjà un qui a existé dans le passé et qui est aujourd'hui, on va dire, rempli et en phase plutôt de surveillance. Et ensuite, pour les catégories plutôt à vie longue et plus radioactives, donc c'est là où nous avons des stockages qui sont plutôt en projet. D'accord, donc là on parle des déchets qui sont issus de l'industrie nucléaire, hein, Emmanuelle Galichet. Absolument.
tous ces déchets-là, effectivement, sont en majorité issus du process de fission nucléaire. Hein, donc, ce sont les produits de fission et les actinides mineurs qui sont produits lorsque vous faites des fissions dans un cœur de réacteur. Alors là, je pense que c'est bien de revenir un petit peu sur ces processus-là, c'est-à-dire la fission. Voilà. Qu'est-ce que la fission? Qu'est-ce qu'on produit? Que deviennent ces éléments qu'on a produits? Qu'est-ce qui est déchet? Qu'est-ce qui est matière? On va revenir sur cette distinction. Donc la fission. Alors, la fission, c'est un processus de physique nucléaire fondamentale entre deux noyaux, dans un noyau plutôt, un noyau lourd, donc il faut qu'il soit au-delà du plomb, dans lequel il y a une certaine excitation, une énergie d'excitation qui va lui permettre de se casser en deux. Donc la fission, c'est vraiment la cassure en deux d'un gros noyau atomique. Vous avez deux solutions pour le faire. Elle peut se produire de manière spontanée dans la nature. On en a tous les jours d'ailleurs. Hein, dans la croûte terrestre, l'uranium a une faible probabilité évidemment de fissionner spontanément, mais elle existe. Et la deuxième possibilité, c'est de faire une fission provoquée. Et c'est ce qu'on fait dans un cœur de réacteur. On provoque la cassure du noyau avec un neutron qui va permettre d'être absorbé par le noyau d'uranium et va lui permettre un apport d'énergie qui va le permettre de se casser en deux. Donc ça, c'est vraiment c'est un processus totalement fondamental. Dans ce processus de fission, vous avez donc ce noyau d'uranium qui se casse en deux, donc qui va donner deux produits de fission qui vont être radioactifs tous les deux, parce qu'ils ont un taux de neutrons trop important. Et puis, il va y avoir de l'énergie qui va sortir, il va y avoir des gamma, des rayonnements gamma, et puis aussi des neutrons. Et ça va permettre de faire ce qu'on appelle la réaction en chaîne, donc continuer à produire des fissions tout le temps, dans la durée, d'accord, et donc de produire finalement des produits de fission. Ça, c'est la première des catégories. Et ces produits de fission, donc, certains sont à vie longue, d'autres sont à vie courte. Alors, peut-être qu'on peut prendre juste comme support, peut-être, la slide numéro 5. Ouais. Parce que juste ce qu'il faut dire, vous disiez, voilà, dans la nature, peut-être l'uranium, la fission peut exister, mais de façon beaucoup plus rare, parce qu'on a un uranium qui n'est pas enrichi dans la nature. Hein. Absolument. L'uranium naturel, c'est plus de 99% en uranium 238, et voilà. En fait, dans nos cœurs de réacteurs... C'est ce qu'on voit là, l'extraction du minerai. Là, voilà. C'est essentiellement de l'uranium 238. Et il y a 0,7% d'uranium 235 dans ce minerai, et c'est lui que l'on utilise pour faire les fissions dans les cœurs de réacteurs, puisqu'il fissionne beaucoup mieux que l'uranium 238. Et donc, il va falloir l'enrichir. Et donc, vous avez effectivement toute une partie, ce qu'on appelle l'amont du cycle du combustible, qui va permettre à l'industriel d'enrichir en uranium 235 son combustible pour arriver à peu près à avoir un uranium qui va aller dans les cœurs de réacteurs autour de entre 3 et 5% en uranium 235. Donc ensuite, il va être mis dans les cœurs de réacteurs, il va être irradié sous flux neutronique, il va faire des fissions et donc il va se charger, il va évoluer dans le temps, ce combustible, dans le cœur du réacteur. Et à la fin, quand on va le décharger, eh bien, il y aura beaucoup moins d'uranium 235, mais encore un petit peu. Il y aura des produits de fission, il y aura des actinides mineurs, c'est-à-dire des gros noyaux qui ont mangé plein de neutrons. Et puis, il y aura du plutonium qui a été créé pendant l'irradiation, etc., etc. Et donc, quand vous allez décharger votre cœur, vous allez avoir énormément de choses différentes, finalement, que ce que vous aviez chargé en début d'irradiation. Alors, tout au long de ce cycle, qui est représenté ici, il y a des déchets. Oui. Il y a des déchets un petit peu à différentes étapes. Là, on ne les voit pas. Absolument. Alors, il doit y avoir un autre slide. Effectivement. On voit les déchets. Je pense que c'est celui d'après. C'est juste celui d'après, avec les petits camemberts qui vous montrent... Dès finalement la phase d'enrichissement, absolument. On va avoir des déchets. Hein. Vous allez avoir des déchets, évidemment, parce que vous allez manipuler de la matière radioactive. Donc, dès que vous manipulez de la radioactivité, eh bien, vous pouvez avoir des déchets, par exemple des gants, par exemple des filtres, par exemple des matières qui ont été touchées par de la radioactivité. Donc, à ce moment-là, en France, tout est considéré comme déchets radioactifs. Donc, au fur et à mesure que vous allez utiliser cette matière radioactive que vous avez extrait des mines et puis que vous avez enrichi, etc., eh bien, vous allez avoir de la production de déchets tout au long du cycle.
Et là où vous le voyez, là où c'est très important, où vous allez avoir finalement les déchets à haute et moyenne activité vie longue, c'est plutôt lorsque vous allez dans l'usine de retraitement, vous allez justement séparer les matières valorisables des déchets ultimes pour pouvoir finaliser le cycle. Alors finalement. là, on n'a pas tout dit parce qu'on n'a pas encore parlé du recyclage qui est une spécificité française. On va y venir. Alors peut-être qu'on peut s'attarder quand même un tout petit peu sur cette slide-là parce que ces déchets, ils sont pas tous de même activité, ils sont pas tous de même dangerosité, ni de même durée de vie à chacune des étapes du cycle. Elsa Lemaître, peut-être est-ce qu'on pourrait faire l'exercice de se dire, bon ben voilà, le déchet qui sort de telle étape, il va à tel endroit, celui-ci va à tel endroit, celui-là, on n'a pas encore de filière, on réfléchit. Est-ce qu'on est capable de le dire là, à partir peut-être de cette slide ? Alors, ce que je peux peut-être illustrer, c'est ce qu'on appelle des déchets très faiblement actifs, donc les TFA, la couleur bleu ciel, bleu clair. En fait, ce sont souvent des terres, des gravats, des déchets qui viennent, justement, on le voit là, en forte quantité, qui viennent de l'usine de concentration, parce qu'on a concentré, du coup, la partie que l'on souhaitait enrichir, et puis le reste, en fait, le reste a été déconcentré, et donc ça reste quand même des déchets radioactifs, mais c'est très faiblement radioactif. Donc, ces déchets TFA, aujourd'hui, il existe la solution de gestion que j'évoquais, donc le CIRES. En termes de déchets FMAVC, donc là, ce sont des faibles et moyennement radioactifs à vie courte. Ce sont des déchets qui sont produits pendant vraiment tout le cycle, principalement plutôt, on va dire, en termes de proportion lors des activités de réacteurs, parce que ces déchets-là, c'est vraiment, comme l'a mentionné Emmanuel, des activités, des déchets de type vêtements, gants, tout ce qui est lié finalement à l'exploitation des centrales principalement. Il y a un petit peu également de déchets métalliques et donc là aussi pour ce type de déchets on a un centre, donc le centre de stockage de l'Aube. Et les déchets qui sont à vie longue, donc les déchets FAVL, donc faiblement à vie longue, moyennement à vie longue et hautement radioactifs, sont principalement en termes de proportion produits plutôt après le passage en réacteur, après la réaction de fission qui a lieu dans les réacteurs. Et pour lequel, du coup, on a plutôt des solutions de gestion qui sont encore à l'étude. D'accord. Alors, dans la plupart je dis peut-être une bêtise, reprenez-moi, mais dans la plupart des pays, en fait, les crayons de combustible usés qui sortent du réacteur sont les déchets. On va envisager... Il faudra éventuellement qu'on dise si c'est déjà fait quelque part. On va envisager de les stocker tels quels. En France, c'est pas comme ça que ça se passe, puisqu'on retraite ce combustible usé, au moins en partie. Emmanuel Galichet. Oui, vous avez totalement raison. La plupart des pays ont décidé de stocker, lorsque les combustibles sont passés en réacteur, ils ont décidé de ne pas les recycler et de les stocker en général dans des espaces à l'air. D'accord ? Et c'est notamment le cas aux États-Unis où effectivement c'est une décision très, très vieille, entre guillemets, hein, c'est les années 75, où il y avait cette peur de la prolifération nucléaire. Et donc, les États-Unis avaient décidé de ne pas recycler pour ne pas pouvoir prendre le plutonium, finalement, qui était dans ce combustible usé. En France, on n'a pas fait cette... Pourquoi le plutonium ? Parce que le plutonium, c'est un produit qui permet de faire des bombes nucléaires et des armes, puisqu'il est hautement fissile. Donc il produit une énergie assez importante et on appelle ça un combustible plus nerveux que l'uranium. C'est un combustible qui va produire beaucoup de neutrons, plus de neutrons que l'uranium, et qui va permettre l'emballement d'une réaction en chaîne si vous le mettez dans un petit volume. Voilà. L'uranium 235, c'est un peu plus compliqué. On va pas parler des armes ce soir, mais en tout cas, le plutonium fait partie des matériaux pour lesquels il peut y avoir un risque de prolifération très important. Et donc, les États-Unis, par exemple, ont estimé dans les années 70, ils sont en train de revenir absolument sur cette décision, puisque on pourra peut-être en parler après, mais les matières, le combustible nucléaire va manquer.
si on imagine un développement de l'énergie nucléaire. Donc, toutes les nations qui n'avaient pas choisi le recyclage sont en train de changer un peu d'avis. En France, on l'a fait pour des raisons militaires, effectivement, au début, mais en fait, on se voit qu'aujourd'hui, finalement, ça nous a beaucoup aidé parce qu'on a pu, grâce au recyclage, récupérer l'ensemble des matières valorisables, de ne pas en faire des déchets. Et il faut savoir quand même que les actinides mineurs et le plutonium sont extrêmement radiotoxiques, en plus d'être radioactifs. Et donc, ils donnaient une radiotoxicité importante aux déchets lorsque vous voulez les gérer. Donc, c'était intéressant quand même de les sortir des déchets et de n'en faire d'en faire des matières valorisables. Et aujourd'hui, on se retrouve en France avec énormément de stocks d'uranium, aussi bien appauvris et de plutonium, qui permettent d'être un peu plus tranquille sur l'avenir, finalement, sur nos problématiques de gestion des ressources minérales, des ressources premières. Alors, peut-être qu'on peut quand même illustrer un tout petit peu avec la slide 7. Oui. Si je ne me trompe pas, déjà, le combustible, parce qu'on en a parlé, mais c'est mieux de le voir. Absolument. Voilà, c'est-à-dire, après passage en réacteur, d'ailleurs, les 3-4 ans, vous allez nous expliquer. Oui, alors le combustible, effectivement, il rentre en cœur. Là, j'ai pris un calcul avec 1 tonne d'uranium pour faire des chiffres à peu près ronds, hein, évidemment. Donc, vous avez un combustible enrichi à 3,5 en uranium 235, donc ça fait 35 kilos d'uranium 235 qui rentre en cœur. Il passer 3 à 4 ans, il va subir beaucoup de fission, on va dire qu'il va y avoir un taux de combustion important. Et puis, à un moment donné, pour l'efficacité du réacteur et donc pour la production électrique, il n'y aura plus assez d'uranium 235 et de plutonium 239. Il faut savoir que le plutonium 239, quand même, c'est presque un tiers de l'énergie produite par un cœur de réacteur qui vient du plutonium 239, en général vers la fin du cycle, hein, évidemment, puisque le plutonium est produit en fait par absorption de neutrons sur l'uranium 238. C'est compliqué tout ça. Oui, parce que j'allais dire le 239, moi je le vois pas sur la slide. Alors absolument. Je ne sais pas pourquoi vous en parlez. Il est dans le plutonium. Il est dans le plutonium, et donc on va en parler juste après. Donc ce combustible passe 3 ou 4 ans en réacteur, et puis il est déchargé. Il va rester à peu près 5 ans à côté du réacteur, dans une piscine, pour justement faire disparaître toute la radioactivité, et notamment les problématiques de vie courte. Donc tous les produits de fission à vie courte vont pouvoir perdre un peu leur radioactivité, et ensuite il va partir à La Hague. Ce combustible usé, il va donc être transporté jusqu'à La Hague. Il va encore être stocké dans des piscines à peu près entre 10 et 15 ans dans les piscines à La Hague. Et ensuite, on va s'en occuper finalement. On va travailler sur lui et on va séparer les matières valorisables que vous voyez en violet ici. Donc l'uranium et le plutonium qui a été produit, des déchets ultimes qui sont donc bien les produits de fission et les actinides mineurs, qui sont des déchets sur lesquels on n'a pas de solution, on ne sait pas quoi en faire. Enfin, ils n'ont pas de valeur pour l'industrie. Oui. On peut peut-être revenir peut-être quelques secondes sur cette distinction entre matière et déchet. Donc le déchet, il n'y a plus de solution, enfin il n'y a plus de valorisation possible. Voilà. Et la matière. L'idée de la matière, c'est que du coup, cette substance peut être encore utilisée et valorisée. Donc c'est pour ça pour revenir, pour conclure, on va dire, sur ce schéma, c'est les combustibles usés qui sortent des réacteurs sont des matières, puisqu'elles contiennent des éléments qui pourront être utilisés. Ensuite, ils passent par le processus de recyclage. Et là, les éléments valorisables sont extraits et les déchets, les substances pour lesquelles il n'y a plus d'utilisation prévue, envisagée, sont qualifiées de déchets. Donc là, les déchets ultimes, on voit les produits de fission et les actinides mineurs, AM. Alors là, il y a une faute. Je le vois maintenant. Les actinides mineurs, évidemment, on n'en produit pas 955 kilos. Hein, on en produit moins d'1 kilo, c'est à peu près 800 grammes à peu près. C'était 0,1 alors. Voilà, c'est un mauvais copier-coller. Je vous prie toutes et tous de m'excuser. Alors évidemment, pas 955, ça serait catastrophique évidemment si on avait presque 1 tonne de... Alors puisqu'on a commencé à parler du cycle du combustible, on va changer de slide, on va arrêter de la regarder celle-là.
Donc le cycle, et donc on va parler recyclage, on a commencé à l'évoquer un peu. Donc là, oui, voilà la suivante, si c'est possible. On a commencé à l'évoquer un peu, mais ce n'est pas si simple non plus. C'est-à-dire que ce plutonium, on va le récupérer, on va, je ne sais pas, le mélanger, je ne sais pas, avec de l'uranium appauvri, et on va faire du MOX. Absolument. Alors c'est une usine d'Orano qui s'appelle Melox, qui est sur le site de Marcoule, dans le sud de la France, qui fait cette opération. C'est un process français. Hein. Il y a des moments où il faut quand même aussi être fier de ce qu'on fait, nos industries. Et ça permet effectivement de réutiliser le plutonium et l'uranium de retraitement faiblement enrichi. Uranium de retraitement, c'est pas simple du tout. Non. On a parlé d'uranium enrichi, appauvri, mais uranium de retraitement... Non. Alors, laissez-le tomber. On va dire un uranium où il y a beaucoup d'uranium 238. On va rester plus vague, d'accord ? C'est pas la peine d'utiliser tous ces termes-là. En tout cas, le MOX, il y a à peu près 20% de plutonium et le reste, c'est de l'uranium. D'accord ? Et donc, grâce à cela, ces combustibles MOX vont être à nouveau remis dans le cycle du combustible et donc vont repartir dans des cœurs de réacteurs pour être soumis à une nouvelle irradiation et faire encore des fissions. Alors, est-ce que tous les réacteurs peuvent consommer du MOX ? Non, tous les réacteurs ne peuvent pas consommer. Alors oui, en théorie, oui, bien sûr. En pratique, il faut être qualifié par l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, parce que le combustible MOX est un petit peu plus nerveux. Je vous disais, le plutonium, il émet plus d'énergie, il émet un peu plus de neutrons. Donc on peut pas mettre que des combustibles MOX dans un réacteur. Et donc, ce sont les 900 mégawatts, donc les réacteurs à eau pressurisés 900 mégawatts, qui sont aujourd'hui qualifiés pour pouvoir introduire dans le cœur des assemblages MOX. Et EDF prévoit d'étendre cette qualification aux 1300 mégawatts dans les prochaines années. Alors, juste une petite question en termes de responsabilité. Là, si on revenait sur la précédente slide, où d'un côté, on va avoir des matières valorisables, de l'autre côté, on a des déchets qui sont finalement des déchets ultimes pour lesquels on cherche une solution. Qui est responsable de ces différents types de déchets, matières ? Dans tous les cas, le producteur de déchets et matières est responsable. Et en particulier pour les déchets, et là je vais parler plus précisément de la relation entre le producteur de déchets et l'ANDRA, on est sur un principe de pollueur-payeur. Donc c'est du coup le producteur de déchets qui doit, on va dire, payer pour toutes les études qui sont liées au développement de solutions de gestion pour les déchets qu'il produit. Et donc typiquement dans les cadres des relations entre les producteurs de déchets et l'ANDRA. Donc, c'est l'ANDRA qui est en charge de développer les solutions de stockage et financées par les producteurs de déchets. Et cela concerne l'ensemble des producteurs de déchets et pas uniquement ceux de l'industrie électronucléaire, mais également de la recherche, de la défense, du médical, mais à hauteur des mètres cubes de déchets produits, bien évidemment. D'accord. Alors actuellement, on fait pas je ne crois pas, de multi-recyclage. Hein. Donc ça veut dire que ce MOX, une fois passé dans les réacteurs, on va obtenir à la fin du MOX usé, on dit. C'est ça. Absolument. Et ce MOX usé, il devient quoi ? Pour l'instant, il est entreposé en imaginant qu'il y ait la possibilité, de faire peut-être un multi-recyclage, ce que beaucoup de gens espèrent, faire des nouveaux réacteurs, des concepts de réacteurs du futur, dans lesquels nous pourrons utiliser par exemple ces MOX et toutes ces matières que l'on a aujourd'hui sur le sol français. Alors tout à l'heure, on a parlé de la carte de l'inventaire des déchets. Je crois qu'il y a aussi un inventaire des matières. Parce que ce qu'on est en train de comprendre, c'est qu'on a quand même une certaine quantité de substances qui sont des matières, qui ne sont pas donc considérées comme des déchets, mais qui sont entreposées puisqu'on a l'idée de les utiliser soit maintenant, soit dans un futur plus ou moins proche, on va en parler. Et on a envie de savoir où ils sont aussi et comment ils sont entreposés. On parle, d'ailleurs, on peut revenir aussi sur cette distinction, le fait d'être entreposé ou stocké. Donc, pour répondre à cette dernière question, donc, c'est vrai que l'entreposage, c'est vraiment la solution temporaire
en attente pour ces déchets et matières. Et le stockage, c'est vraiment la solution définitive de mode de gestion des déchets. Et l'inventaire national donc, que j'exposais tout à l'heure, donc l'idée c'est vraiment pour l'ANDRA d'effectuer un inventaire à la fois des matières et des déchets, donc en volume, en localisation, et ces informations sont aussi sur le site internet, donc en toute transparence partagée avec les citoyens. D'accord, parce que là, moi j'ai envie quand même qu'on comprenne très très bien ce dessin. URT, donc ça veut dire uranium de retraitement. UAPP, je ne me souviens plus. Appauvri, l'uranium appauvri, donc voilà, histoire que ce soit bien clair. Et ensuite, non, c'est à peu près bon pour les différents sigles, parce que c'est pas forcément évident. Non, donc toutes ces différentes substances, elles sont pas entreposées au même endroit aujourd'hui, hein. Non, aujourd'hui, elles sont principalement entreposées d'ailleurs sur les sites de production. Et après, c'est là où on vient la distinction entre entreposage, donc plutôt sur les sites de production, et stockage pour les déchets, du coup, dans les centres de stockage qui sont exploités par l'ANDRA. D'accord. Alors peut-être qu'on peut maintenant venir à des questions de volume, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de production de déchets, on a envie de savoir ce que ça représente quand même. Alors vous aviez, je crois, une slide qui montre un petit peu tout ça. Alors oui, on peut tenter celle d'après. Je cherche. Et peut-être ce que je peux rajouter, c'est que... Non, la 12. La 12. Je cherchais. J'allais juste dire qu'en fait, cet inventaire qui est réalisé par l'ANDRA sert vraiment de base à avoir une volumétrie globale de l'ensemble de ces déchets, mais aussi comme on va dire, données d'entrée pour les solutions de gestion qui sont à l'étude. Donc c'est vraiment un outil qui sert en matière de transparence, mais aussi comme donnée d'entrée pour concevoir un centre de stockage, en fait, pour aussi en prévisionnel de savoir est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour les déchets qui vont être produits à l'avenir. Voilà, c'est la production à l'instant T, mais également une vision prévisionnelle des déchets qui seront produits à l'avenir. Alors justement, cette question des volumes, quand on parle de tout ça, on a l'impression que des déchets, il y en a partout et il y en a beaucoup. Alors qu'en est-il ? Alors effectivement, on a cette impression-là, mais il faut bien voir que grâce à la densité énergétique de l'uranium, on a la chance en fait que pour produire une grande quantité d'énergie, vous avez besoin de peu de matière. Et donc si vous avez besoin de peu de matière à l'entrée, vous en aurez peu à la fin, hein, puisqu'on ne crée pas de matière quelque part. Et donc les déchets, finalement, ils sont assez de petite quantité par rapport à d'autres industries. Pour autant, il faut les gérer, ils sont radioactifs, et donc c'est pas le sujet, évidemment, hein. Mais il faut quand même voir que, par exemple, un Français, aujourd'hui, par an, va produire à peu près 5 tonnes de déchets. Et à travers ces 5 tonnes, dans ces 5 tonnes, 2 kilos sont des déchets radioactifs. Donc vous voyez qu'il y a énormément... L'être humain produit énormément de déchets pour lesquels il y aurait aussi besoin d'actions de diminution et de gestion. Alors sur les déchets radioactifs, en gros, alors l'image, je suis désolée encore une fois, elle n'est pas belle du tout. Elle était toute en couleur. Est-ce qu'éventuellement on peut la réduire, parce qu'il y avait une pyramide à côté? Il y avait la pyramide de Khéops à côté, effectivement. Pour se rendre compte. Ouais. Donc, si ça se voit pas, vous allez voir. La source est écrite. C'est un film, Une énergie qui dérange, un film que vous pouvez trouver sur YouTube, où vous voyez tous les cubes qu'ils ont fait à côté d'une pyramide égyptienne. En gros, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, les HA, ce que vous voyez en haut, les hautes activités et les moyennes activités vie longue, les hautes activités évidemment vie longue, c'est à peu près entre 3 et 4% du volume. Mais ça concentre évidemment toute la radioactivité. Et ces deux catégories-là, si je me rappelle bien, c'est les déchets radioactifs de l'électronucléaire, c'est 1 700 000 m3, Elsa. C'est ça. Et donc, si vous faites j'avais fait un calcul à peu près, c'est un espèce de cube de 120 mètres d'arête. Donc 120 mètres, c'est à peu près la longueur d'un stade de foot. Donc vous avez un énorme cube, mais qui prend en compte l'ensemble
des déchets radioactifs. Si vous voulez avoir une autre image, les HA, donc les hautes activités, ceux qui sont les plus petits, en gros, un Français produit par an 7 grammes. D'accord, moi j'avais une autre. J'avais un. Alors on dit beaucoup de chiffres, et puis on essaie de faire beaucoup de comparaisons pour se rendre compte effectivement de ce que ça peut représenter. J'avais le cumul des productions depuis l'origine de la fabrication des premiers colis standards de déchets vitrifiés. Encore une chose qu'il faudra expliciter. Ouais. Donc en France, c'est 3650 mètres cubes, ce qui correspond à une seule piscine olympique. Donc là, on parle, j'imagine, uniquement des HA, donc le petit cube qu'on voit là, c'est ça. Donc ce petit cube, c'est l'équivalent d'une piscine olympique. C'est ça. D'accord. Et alors, oui, on a donc 3% de déchets qui concentrent environ 99% de la radioactivité. C'est ça. Et c'est donc cela qui pose évidemment le plus de problèmes. Alors, quelle est la solution envisagée aujourd'hui ? Donc, la solution envisagée aujourd'hui, c'est un stockage profond, puisque ce que j'évoquais tout à l'heure, le principe fondateur des réflexions autour des modes de gestion des déchets radioactifs, c'est de trouver un moyen de protéger l'homme et l'environnement de la radioactivité de ces déchets. Et en particulier pour ces déchets qui sont très radioactifs, donc plus dangereux, l'idée c'est plutôt de se mettre donc en profondeur, un stockage profond, pour, par rapport aux 3 barrières que l'on a évoquées, avoir cette barrière géologique de la roche qui joue un rôle important dans cette solution de gestion, mais également pour limiter les interactions entre l'homme et ses déchets. Et donc aujourd'hui, le projet qui est à l'étude, ça s'appelle le projet CIGEO. Donc c'est l'idée d'avoir un... Ça veut dire centre de stockage, centre industriel de stockage géologique. Oui. C'est vrai qu'on utilise vraiment l'acronyme comme prénom plutôt que de détailler. Et donc, on peut peut-être mettre la slide simplement 16 pour illustrer. 16. Voilà. Merci. Donc le principe là que vous avez, donc ce serait d'avoir donc des installations en surface qui sont plutôt des installations de réception, de conditionnement des déchets, puisque les déchets qui seraient reçus sur ce futur centre de stockage auraient pour certaines catégories besoin d'être reconditionnés, c'est-à-dire on rajoute un conteneur de stockage supplémentaire et serait acheminé vers les alvéoles de stockage en profondeur via un funiculaire. Le principe aussi de conception de cette installation, c'est que tout est téléopéré. Donc l'idée, c'est d'avoir le moins de travailleurs dans cette installation souterraine. Et aujourd'hui, les quartiers de stockage sont séparés selon les catégories de déchets. Donc les déchets moyennement radioactifs à vie longue sont plutôt dans le premier rectangle qui est plus proche de nous. Et puis ensuite, des alvéoles de stockage avec des quartiers dédiés pour les déchets achats. Donc aujourd'hui, comme tout est dans la conception, tout est téléopéré, on a développé, conçu des machines qui permettent de transporter donc ces colis qui sont assez volumineux en bas pour les disposer. Donc pour les alvéoles MAVL, ce sont des grandes alvéoles de 500 mètres de long et environ, on va dire, 8 mètres de diamètre. Les colis sont principalement disposés sur 3 couches. Et ensuite, donc ça c'est plutôt pour le stockage des déchets MAVL. Et pour le stockage des déchets achats, là on est plutôt sur des alvéoles de plutôt une centaine de mètres de longueur et plutôt 70 cm de diamètre, donc des plutôt petites alvéoles en termes de diamètre. Et donc les colis sont positionnés par des robots pousseurs un à un à l'intérieur de l'alvéole. Voilà. Alors, sachant qu'on est le seul pays à faire du recyclage, le conditionnement de nos déchets, il est assez spécifique aussi. Si j'ai bien compris, on a des déchets qui sont vitrifiés. Là, dans ce que vous nous avez cité des colis. On a le processus de vitrification. Peut-être qu'il faut qu'on explique aussi un petit peu comment ils sont conditionnés finalement, ces différents déchets. Donc, les déchets sont conditionnés par les producteurs de déchets, donc en particulier
comme ce sont des déchets qui sont issus du retraitement, donc du recyclage, ils sont conditionnés dans l'usine de retraitement de La Hague. Donc les déchets vitrifiés, pourquoi on dit vitrifiés? C'est parce qu'on utilise une matrice de verre pour enrober les déchets, qui va servir comme une matrice, on va dire, qui va confiner ces déchets. Puisque l'objectif, c'est de retenir en fait la radioactivité le plus longtemps possible pour éviter qu'elle se dissémine. Et donc la matrice en verre va servir de confinement. Puis après, ça va être coulé dans un conteneur. Donc ça, c'est pour les déchets donc là, vitrifiés. C'est le plutonium et les actinides mineurs qui vont être vitrifiés. Les produits de fission. Les produits de fission, pardon. Et ensuite, les déchets MAVL, donc il y a plusieurs catégories de déchets. Il y a par exemple en fait, dans le processus de recyclage, en fait, il y a les coques et embouts métalliques des gaines de combustible qui sont compactées, et c'est une catégorie de déchets MAVL. On peut penser aussi à dans les processus, Emmanuel l'a évoqué, avant d'être retraités, les combustibles usés sont entreposés aussi dans des piscines, et donc il y a des résines qui sont utilisées pour l'échange de l'eau de ces piscines. Donc le stockage de ces résines sont aussi des déchets MAVL, par exemple. Et donc à chaque fois, en fait, ces déchets sont conditionnés par les producteurs, et souvent on choisit une matrice pour les enrober, pour participer en fait à ce confinement de déchets. Donc par exemple les résines, il y a des types de matériaux qui sont étudiés, de type géopolymère, etc., pour essayer de trouver le meilleur matériau à utiliser comme matrice. Alors là, on voit volume stocké 85 000 m3. Donc ça, c'est ce qui est envisagé. Le CIGEO est dimensionné pour accueillir 85 000 m3 de déchets. On peut avoir une image de ce que ça représente? J'ai pas d'image là. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que ce chiffre-là, d'où il provient, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait bien le lien avec l'inventaire national, parce que tous ces déchets ne sont pas produits aujourd'hui, et pourtant c'est bien l'inventaire de référence pour concevoir l'installation. Et en fait, de ces 85 000 m3 aujourd'hui, il y en a environ la moitié qui est déjà produit, qui est en entreposage, en attente d'une solution de gestion. Et les 50 autres % sont du prévisionnel de production. Cet inventaire de référence, il est calculé sur la base de la production de déchets des réacteurs pour lesquels l'autorisation a été validée. Donc c'est les réacteurs qui sont en fonctionnement aujourd'hui, plus le réacteur de Flamanville qui est en cours de phase d'essai et de finalisation de construction. Est-ce que le MOX usé a vocation à aller aussi à CIGEO ou pas du tout? Je dirais pas du tout. D'une part parce que on espère quand même qu'on va avoir des réacteurs de 4e génération qui vont pouvoir l'utiliser. On espère également peut-être le multi-recyclé. Donc il y a plein de possibilités industrielles de réutiliser le MOX. Qui sont aujourd'hui sur la table et sur lesquels il faudra que les pouvoirs publics et l'industrie s'en emparent et prennent des décisions. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, CIGEO a été dimensionné vraiment pour déjà ce que disait exactement Elsa, sur l'exploitation du parc et de l'EPR pour la partie produits de fission et actinides mineurs. Donc le plutonium, c'est quelques tonnes, quelques dizaines, voire centaines de tonnes en plus. Ça représente quoi? Vraiment, histoire d'avoir une idée de... Aujourd'hui, le plutonium, il est entreposé, on l'utilise pour faire du MOX. Ça représente quel volume, en fait? C'est une matière? C'est... Une tonne. J'avoue que c'est compliqué. Je ne sais pas quoi vous dire, parce que y a la tonne et le mètre cube, c'est pas pareil, oui. Donc le plutonium, c'est un peu lourd, donc je sais pas, une tonne. Alors une tonne, c'est ce qui rentre dans un cœur de réacteur. On va partir là-dessus. C'est à peu près la même masse, le même poids, la même densité que le plutonium. Donc c'est le cœur d'un réacteur, c'est 4 mètres de haut. C'est un espèce de cube, on va dire. Allez, en gros, un cube de 4 mètres d'arête. Voilà.
Donc ça fait à peu près... bon, il y a plein de choses dedans, il y a les matériaux et les structures, etc. Mais en gros, c'est à peu près ça, en ordre de grandeur. Mais c'est surtout, le problème du plutonium, c'est vraiment sa radiotoxicité, hein, qui est très, très importante par rapport à tout ce qu'on gère ici sur le CIGEO. Et je ne suis pas certaine, alors je vais laisser Elsa répondre, mais je ne suis pas certaine qu'il ait été dimensionné pour stocker le plutonium. Je ne pense pas, mais... Oui, donc en fait, dans l'inventaire de référence, il n'y a pas de plutonium. Par contre, bien évidemment, comme c'est la solution de gestion qui est prévue pour les déchets hautement radioactifs et moyennement radioactifs à vie longue, on étudie des adaptations du stockage pour éventuellement accueillir des déchets qui sont différents de l'inventaire de référence en cohérence avec la politique énergétique française. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un éventuel changement de stratégie ou des nouvelles technologies qui apparaissent dans le siècle à venir, quoi. Et donc, il faudrait que ce projet puisse être modifié. Bah exactement. Donc aujourd'hui, il y a, là ce qui est à l'image, c'est vraiment la conception pour l'inventaire de référence. Et donc il y a un inventaire, ce qu'on appelle un inventaire de réserve, avec aussi une adaptabilité du projet à toute une catégorie de matières qui pourraient être qualifiés en tant que déchets, ou alors des scénarios de politique énergétique différentes. Typiquement, aujourd'hui, je vous ai dit que c'était par rapport on va dire au parc de réacteurs qui était autorisé. Si pour une certaine durée de fonctionnement, si on décide que la durée de fonctionnement elle augmente, forcément, ça va modifier l'inventaire potentiel pour le projet. Donc en fait, l'ANDRA étudie un certain nombre de scénarios qui sont choisis avec le gouvernement et donc ces scénarios sont étudiés en termes d'analyse d'impact pour le projet. Et ce que je peux rajouter qui me semble important, c'est que on vient de passer une phase qui est assez importante pour le projet CIGEO en début d'année, c'est qu'on a déposé la demande d'autorisation de création de l'installation de stockage auprès de l'autorité de sûreté nucléaire. Et bien sûr, donc l'objectif, ça a été de prouver, donc de montrer, de développer la démonstration de sûreté de cette installation, notamment en priorité pour l'inventaire de référence. Mais par contre, tous les scénarios d'adaptabilité sont aussi présentés dans le cadre de ce dossier. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais toutes les recherches, elles ont été menées dans un laboratoire qui est à quelques kilomètres du lieu où pourrait prendre place ce centre de stockage, c'est le laboratoire de Bure. Oui, donc en fait, le projet, il date pas il y a quelques années. Il a été initié il y a plus de 30 ans avec un processus, on va dire, législatif qui a accompagné le développement de cette solution de stockage parce qu'on va dire la France a identifié assez tôt le fait qu'il y avait besoin de travailler sur une solution de gestion. Et donc, on va dire les grandes étapes, ça a été d'abord de trouver un site qui était adéquat pour lequel on va dire, on avait une roche qui était adéquate avec on va dire la démonstration de la sûreté sur le long terme avec le choix d'une roche. C'est pour ça qu'il y a eu un laboratoire qui a été... Alors peut-être qu'on peut mettre la slide 18. Un laboratoire qui a été construit avec comme ambition première d'être support en fait à la recherche pour voir si les caractéristiques de la roche, donc qui est une roche argileuse à 500 mètres de profondeur, avaient les caractéristiques adéquates, donc des caractéristiques plutôt de rétention, de confinement, comme je l'évoquais. Donc le laboratoire, là, vous avez une image qui montre que le laboratoire au début était assez petit en termes de creusement de galeries parce qu'il répondait à cet objectif pour prouver en fait que la roche finalement elle possédait des caractéristiques intrinsèques intéressantes pour pouvoir être une roche haute d'un centre de stockage. Et ensuite, en fait, avec le déploiement et puis l'avancement du projet, on l'a utilisé pour tester des techniques de creusement. Parce que contrairement à un métro pour lequel on pourrait utiliser des techniques de creusement similaires, si, on va dire, il y a un petit peu de turbulence ou de problématiques de tenue du sol lorsqu'on creuse le métro, on injecte du béton, on n'a pas de besoin particulier
particulier vis-à-vis des propriétés de la roche. Alors que nous, en fait, c'est la roche qui a ses propriétés particulières. Donc nous, on veut creuser en l'abîmant le moins possible. Et donc, on a souhaité en fait utiliser ce laboratoire pour développer des techniques de creusement qui permettent de limiter ce qu'on appelle l'endommagement de cette roche pendant le creusement. Et donc aujourd'hui, c'est un vrai outil support à la conception. Donc on va dire 30 ans de projet, quasiment 20 ans de R&D, 10 ans de conception avec donc cet outil de recherche et support à la conception. Et aujourd'hui, on va dire une phase d'instruction de dossier de demande d'autorisation de création. Et donc, si vous le souhaitez, il est possible d'aller visiter le laboratoire souterrain pour se rendre compte des dimensions, parce qu'on a creusé certaines galeries en taille réelle par rapport au futur stockage. Et on expérimente également des concepts qui sont développés sur les alvéoles de stockage achat, notamment, qui sont un concept totalement français développé pour cette catégorie de déchets. D'accord. Alors, Cigéo, si effectivement Cigéo a l'autorisation, finalement, obtient les autorisations, si toutes les démonstrations de sûreté sont faites, Cigéo, c'est 100 ans d'exploitation, ensuite on ferme, et puis, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a un grand enjeu sur la mémoire des centres de stockage et de ce centre de stockage en particulier. Donc, l'ANDRA travaille sur un programme mémoire sur tous ces centres de stockage avec l'idée de travailler sur plusieurs volets. Déjà, le fait qu'on peut développer des techniques pour essayer de faire en sorte que la mémoire se conserve sur le long terme. Donc, travailler sur un papier permanent, d'avoir des informations qui sont gravées sur des disques de saphir. Voilà, c'est ce type de développement. Il y a aussi l'idée de travailler pour que en fait, les centres de stockage, ça fasse partie de notre bagage culturel industriel. Et donc, on travaille avec beaucoup d'artistes, on va dire d'acteurs dans la culture pour faire en sorte que voilà, il y ait des réflexions autour de l'intégration de centres de stockage dans la culture industrielle. Il y a des travaux également sur, finalement, est-ce qu'il faut laisser une trace en termes de... Est-ce qu'on n'attirerait pas un peu trop l'attention ? En tout cas, c'est ce type de réflexion et de recherche qui sont menées, avec des collaborations aussi à l'international, avec des réflexions de peut-être avoir une plateforme internationale qui recense l'ensemble des centres de stockage. Voilà, c'est le type de recherche qui est menée autour du programme mémoire, avec l'enjeu quand même de se dire, surtout pour Cigéo, pour lesquels la radioactivité des déchets va se poursuivre pendant des millions d'années, le fait qu'on doit quand même se dire qu'il est possible que l'on oublie et que du coup on a intégré dans la conception du centre des possibles intrusions. Si on oublie, si la société oublie et que malheureusement on creuse et on tombe sur une alvéole, en fait on a mis en place des dispositions de conception pour limiter les impacts de ce type d'intrusion. Oui, parce que c'est assez vertigineux, effectivement, on est sur des échelles de temps de centaines de milliers d'années. Merci, et on n'épuisera pas le sujet parce que c'est un sujet quand même qui est complexe et riche. Merci beaucoup à nos deux intervenantes. On peut les applaudir. Qui ont fait l'effort de vulgariser un sujet qui est quand même effectivement riche et très complexe. Merci à vous d'avoir été présents et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Au revoir.